Alors, je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre le moment où un son est produit, disons une note de guitare, et le moment où on le perçoit, où cette note peut vraiment nous donner la chair de poule? C'est ce voyage de l'onde dans l'air à l'émotion dans la tête qui est juste fascinant. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la mécanique de l'audition humaine et surtout ses incroyables fragilités. Pour ça, on s'appuie sur un document qui décompose tout le processus, c'est presque une notice de montage en fait. Notre mission, si on l'accepte, c'est de suivre le parcours d'une onde sonore de l'extérieur jusqu'au plus profond de notre cerveau pour comprendre comment ça marche, bien sûr, mais aussi et surtout pourquoi il est si vital d'en prendre soin. Et ce qui est passionnant là-dedans, c'est que ça soulève une double question. D'un côté, comment notre biologie transforme une simple vibration de l'air en une perception aussi riche que la musique ou la parole. Et de l'autre, pourquoi ce système si sophistiqué est en même temps si vulnérable. C'est cette tension en fait entre la performance et la fragilité qui va nous guider. Parfait. Alors commençons par le tout début de ce voyage. La source nous explique que l'oreille est organisée en 3 parties bien distinctes. J'aime bien l'image d'une pièce de théâtre en 3 actes. On aurait l'oreille externe, l'oreille moyenne et puis l'oreille interne, chacune avec un rôle bien précis. Oui, c'est une très bonne image. Et le premier acte, l'oreille externe, c'est la partie la plus visible. Elle est composée du pavillon, ce qu'on appelle l'oreille, quoi, et du conduit auditif. Et le pavillon, il n'est pas juste là pour faire joli, hein. Sa forme en spirale, elle est optimisée pour capter les ondes sonores et les diriger vers le conduit. C'est un véritable entonnoir acoustique. Il concentre l'énergie du son. Un entonnoir, d'accord. C'est simple et efficace. Mais ensuite, le son arrive au bout de ce conduit et il frappe le tympan. Et là, on entre dans l'acte 2, l'oreille moyenne. Et là, pour le coup, ça devient une pure merveille de micromécanique. C'est là qu'on trouve la fameuse chaîne des 3 osselets. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Ce sont les plus petits os du corps humain. C'est fou, non? C'est fou. Et leur rôle est colossal. Quand l'onde sonore fait vibrer la membrane du tympan, cette vibration est transmise au premier osselet, le marteau. Le marteau pousse l'enclume, qui elle-même active l'étrier. C'est un système de levier d'une précision incroyable. Mais leur fonction, ce n'est pas seulement de transmettre, c'est surtout d'amplifier la vibration. Attendez une seconde. Pourquoi est-ce que le son a besoin d'être amplifié? Il n'est pas... Il n'est pas assez fort quand il arrive? Excellente question. C'est vraiment la clé pour comprendre l'oreille moyenne. Le son, il arrive dans un milieu aérien, d'accord? Mais l'étape d'après, l'oreille interne, elle est remplie de liquide. Essayez de crier sous l'eau pour quelqu'un qui est à l'extérieur. Le son passe très très mal. Ah oui, c'est vrai, on n'entend rien. Voilà. L'air a une faible impédance, comme on dit en physique, et le liquide une forte impédance. La chaîne des osselets, elle, agit comme un adaptateur, un transformateur mécanique. Elle concentre la force de la grande surface du tympan sur la toute petite surface de l'étrier, ça augmente la pression et ça permet de mettre le liquide de l'oreille interne en mouvement, efficacement. Sans cette amplification, on perdrait presque toute l'énergie sonore, on entendrait très très mal. C'est fascinant. C'est donc un pont mécanique qui résout un problème de physique en fait. Et qui arrive aux portes de l'acte final, Hmm. l'oreille interne. Et c'est là que tout bascule, non? On passe de la mécanique à la... À la neurologie. C'est tout à fait ça. C'est le moment de la grande traduction. L'étrier pousse sur une petite membrane, la fenêtre ovale, et il met en mouvement le liquide qui est contenu dans une structure en forme de colimaçon. La cochlée. Et à l'intérieur de cette cochlée, on trouve les vraies stars du spectacle. Des milliers de cellules sensorielles microscopiques. Les cellules ciliées. Ciliées, parce qu'elles ont des sortes de cils, de petits poils, précisément. Il faut imaginer des rangées de cils minuscules qui baignent dans le liquide. Quand le liquide se met à onduler à cause de la vibration, ces cils se plient, ils s'inclinent. Et c'est ce mouvement mécanique, cette flexion, qui déclenche une réaction chimique à la base de la cellule. Et cette réaction, elle, génère un tout petit signal électrique. C'est le moment magique. Une vibration physique est transformée en un message nerveux, un code que le cerveau peut comprendre. C'est le cœur du réacteur, si vous voulez. C'est incroyable. Donc on a un signal électrique qui part de ces cellules et qui file vers le cerveau via le nerf auditif. Mais
À ce stade, ce n'est que de l'information brute, non? Une sorte de code binaire. Comment est-ce que ça devient la voix d'un proche ou une symphonie de Mozart? Alors là, le cerveau va devoir faire un travail de décodage et d'interprétation qui est absolument colossal. Et il le fait en plusieurs étapes. Le signal arrive d'abord dans une zone du cortex qu'on appelle l'aire auditive primaire. On peut voir ça comme le service de tri postal. Son rôle, c'est de dire « OK, il y a un son ». C'est la sensation brute, la détection. D'accord. C'est un peu l'interrupteur on-off de l'audition. Le cerveau a reçu le paquet, mais il n'a pas encore lu ce qu'il y a dessus. C'est une bonne image, oui. Ensuite, cette aire primaire envoie l'information à des aires auditives secondaires. Et là, l'analyse commence vraiment. Ces zones vont décomposer le son. Quelle est son intensité? Fort ou faible? Sa fréquence? Grave ou aiguë? Et d'où vient-il dans l'espace? Le cerveau compare les influx, les infimes décalages de temps et d'intensité entre ce que perçoit l'oreille gauche et la droite pour localiser la source. C'est redoutable de précision. D'accord, donc le cerveau analyse toutes les caractéristiques techniques du son. Ça ressemble un peu à ce que ferait un ordinateur, une analyse de signal très froide, très mathématique. Mais l'humain, l'émotion, le fait de reconnaître une mélodie qui nous touche, ça entre en jeu où là-dedans? C'est là que ça devient vertigineux. Une fois cette analyse technique faite, le cerveau, il ne s'arrête pas là. Il va connecter ces informations à d'autres régions beaucoup plus vastes. Notre mémoire, nos centres émotionnels, nos aires du langage. C'est ce qui nous permet de passer de son aigu et modulé à c'est la voix de ma mère au téléphone. C'est ce qui permet de reconnaître les premières notes d'une chanson qu'on n'a pas entendue depuis 10 ans. La sensation sonore devient une perception pleine de sens. Tout à fait. Le son est habillé de contexte, d'expérience, d'émotion. C'est pour ça qu'un bruit de verre brisé dans la nuit nous fait sursauter de peur, alors que le même type de son dans un film ne nous alerte pas de la même façon. Le cerveau interprète en permanence. Il filtre même. Dans un restaurant bruyant, notre cerveau est capable de se concentrer sur une seule voix et de baisser le volume du reste. C'est un traitement actif. Le son n'est pas juste reçu, il est sculpté par notre cerveau. Ce système est d'une complexité et d'une élégance, c'est fou. Mais ça le rend aussi, j'imagine, particulièrement délicat. On a parlé de ces cellules ciliées, ces traducteurs microscopiques. Ça sonne un peu comme le maillon faible de toute la chaîne. Quelles sont les limites de cette machinerie féerie? Elles sont très claires. D'abord, en termes de fréquence, l'oreille humaine est calibrée pour percevoir des sons entre 20 Hz, pour les basses très profondes, et 20 000 Hz, pour les aigus les plus perçants. En dehors de cette plage, pour nous, c'est le silence. Même si pour un chien ou une chauve-souris, il se passe plein de choses. Oui. Ensuite, il y a l'intensité, mesurée en décibels, en dB. L'échelle va de 0 décibels, le seuil d'audition, à environ 120 décibels. Et là, c'est le seuil de la douleur. Un concert de rock, un avion qui décolle, on est dans cette zone. Et la source met en lumière un chiffre vraiment crucial pour la prévention. 85 décibels. À partir de ce seuil, le son devient nocif. Et pour qu'on se fasse une idée, 85 décibels, c'est le bruit d'une tondeuse à gazon ou d'une rue avec beaucoup de circulation. Ce n'est pas un niveau qui nous paraît insupportable sur le moment. Alors qu'est-ce qui se casse exactement à ce niveau-là? On en revient à nos fameuses cellules ciliées. Leurs cils sont d'une fragilité extrême. Une exposition à des sons trop intenses, même courtes, ou à des sons modérément forts mais de façon prolongée, ça va les endommager. C'est un stress mécanique pur. Imaginez de l'herbe fine dans un champ. Un vent léger la fait onduler, un vent fort la couche, et une tempête l'arrache. C'est pareil pour les cils. Ils se couchent, ils se cassent, ou la cellule entière peut être détruite. Et le point absolument capital, le message le plus important du document, c'est que ces cellules ne se régénèrent pas. C'est bien ça. Une fois qu'elles sont détruites, c'est pour de bon. C'est le cœur du problème. Contrairement aux cellules de notre peau qui se renouvellent, notre capital de cellules ciliées est donné à la naissance. Et il ne fait que diminuer tout au long de notre vie. Chaque cellule détruite, c'est une perte auditive définitive, irréversible. C'est ça qui est si contre-intuitif. Notre audition est à la fois incroyablement sensible Oui, on peut entendre une aiguille tomber dans le silence. et en même temps stupidement fragile. C'est ça. Le mécanisme même qui nous donne cette sensibilité, ces cils microscopiques, est aussi notre talon d'Achille. C'est un compromis de l'évolution qui, dans notre monde moderne et bruyant, se retourne un peu contre nous. Donc les dégâts sont silencieux, progressifs. Et permanent. On ne se rend compte de la perte que lorsque l'accumulation des dommages devient vraiment significative. C'est assez effrayant en fait. Oui. Et c'est pour ça que la notion de capital auditif est si importante. C'est une ressource non renouvelable. Une fois qu'elle est dépensée,
on ne peut plus la récupérer. Et la surdité qui en résulte, ce n'est pas juste une perte de volume, c'est une perte de clarté, de capacité à distinguer les sons, et ça mène à l'isolement. Bon, si on récapitule ce voyage incroyable, on part d'une onde dans l'air, captée et concentrée par l'oreille externe. Elle est ensuite amplifiée mécaniquement par les osselets pour pouvoir passer dans le liquide de l'oreille interne. Là, les cellules ciliées font le travail de traduction en signal électrique. Et enfin, le cerveau agit en maître d'œuvre. Il analyse, il interprète et il transforme ce signal brut en une perception riche de sens et d'émotions. C'est la synthèse parfaite. Et le point fondamental à retenir, c'est que ce chef-d'œuvre de la biologie repose sur ce maillon faible, les cellules ciliées. Leur destruction par le bruit est irréversible. L'audition, ce n'est pas un acquis. C'est un capital précieux, fragile, qu'il faut absolument protéger. Comprendre ce mécanisme, c'est comprendre pourquoi baisser le volume de son casque ou mettre des protections en concert, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et pour finir, une dernière pensée, une question pour la route. Le document nous montre à quel point notre cerveau façonne notre réalité sonore, comment il donne un sens à tout ça. Et ça amène à une question assez vertigineuse. Si notre biologie n'avait pas évolué comme ça, avec ces aires cérébrales dédiées à l'analyse, à l'interprétation, est-ce que des concepts comme la musique ou même le langage existeraient tels qu'on les connaît ? Notre univers sonore est-il, au final, moins une propriété du monde extérieur qu'une création magnifique, entièrement façonnée par les limites et les capacités de notre propre machinerie interne ?